Bah, du coup, on va commencer, direct si ça va tout le monde. Du coup, ouais, bon, bah, de toute façon, c'est un secret pour personne. Déjà, dans le basket français, je pense que tout le monde le sait plus ou moins, mais tu es issu d'une famille, de basketteurs, entre toi, ton frère et ta sœur. Mais toi, par contre, ta croissance, elle était plus lente que par rapport, aux 2 autres. Du coup, ça t'a affecté, bah, sur ta formation et tu l'as comment tu l'as vécu, toi, du coup? Oui, c'était particulier parce qu'avec mon grand frère, en fait, on a 1 an d'écart. Et pourtant, lui, il a grandi très tôt. Dès Benjamin, si je me souviens, il était déjà plus grand que tout le monde. Du coup, je m'attendais à grandir très tôt, mais au contraire, j'ai grandi très tard, euh, sur mes dernières années cadets. Et du coup, bah, ça m'a affecté sur le fait que, bah, au début, c'était beaucoup de pression, en fait, d'avoir famille de basketteurs de haut niveau. Et du coup, je le vis vraiment très mal. Je le vis vraiment très mal. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'était plus une force et que plus que de me mettre la pression par ce qu'ils avaient traversé, je me suis dit, ouais, je vais me servir de ce qu'ils ont traversé, en fait, pour que je n'ai pas à le traverser moi-même. Et je pense que c'est aussi une chose qui a fait que j'ai pu bah, gravir les échelons plutôt rapidement après. C'est parce que j'ai réussi à switcher, justement, cette forme de pression, à la tourner en avantage un peu et à me servir, en fait, de leur expérience pour moi-même m'appuyer dessus pour essayer d'aller même encore plus haut, quoi. Ouais, parce qu'après, du coup, on a parlé, de ton frère et de ta sœur, mais il y a aussi ton père, il me semble, qui a joué au basket, donc peut-être que lui, il a pu aussi peut-être t'aider dans ça, dans ce processus mental, on va dire, à grandir, enfin C'est ça, en fait. C'était une partie que j'avais pas vue sur le moment. Ça a été le rôle de mes parents. C'est-à-dire que bah, pour moi, en fait, bah, c'était juste moi qui était triste, qui pensait que je pouvais plus devenir pro parce que voilà, il n'y avait pas une CEP, il n'y avait pas un centre de formation. Et c'est vraiment avec le recul, maintenant qu'il y a quelques même mois, j'ai appris que bah, ça avait été aussi dur pour mes parents. Mais en fait, bah, ils avaient réussi à pas le montrer. Et je pense qu'ils ont été forts parce qu'ils ont réussi à me garder un peu dans le jus, garder l'amour du jeu, jusqu'à ce que bah, j'ai cette croissance qui fait que ça a tout changé. Mais même quand voilà, j'avais dû revenir à Bordeaux, ça n'avait pas changé le fait que j'avais le droit toujours au même débrief d'après-match dans la voiture et il me suivait tout le temps, toujours autant. Et c'est sûr que ça, je me rendais pas compte sur le moment parce que je pensais que j'étais le plus à plaindre. Mais maintenant, avec le recul, je vois vraiment qu'ils ont joué un rôle très important. ouais. Ouais, j'imagine, parce qu'en plus, du coup, quand tu étais en U17 après, enfin après ou avant, on t'a diagnostiqué que la maladie de Osgood-Schlatter, qui du coup, intervient, pour les périodes de forte croissance. Du coup, pendant un moment, t'as pas pu jouer, tu étais éloigné des parquets. Mais, bah, du coup, j'imagine, comme tu l'as dit là, que cette partie mentale, cette maladie, elle a dû t'apporter une sorte de soulagement du coup, comme tu as su que, bah, tu allais avoir cette croissance au final? Ouais, vraiment, je pense que c'est pas bien, mais c'était peut-être jamais autant souhaité être blessé de ma vie. Franchement, c'était parce que je savais que mon grand frère, il était beaucoup avait grandi à travers cette maladie, mon grand frère aussi. Du coup, déjà quand j'étais plus jeune, dès que j'avais un peu mal au genou, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, old school, c'est bon, arrêtez-moi là, dans 2 mois, c'est bon, je vais grandir. Et c'était vraiment, je l'attendais avec impatience. Du coup, dès que j'ai été diagnostiqué, bah, bien sûr, il y avait ce soulagement de se dire, bon, bah, enfin, enfin. Après, ça n'a pas été facile parce que du coup, j'ai été écarté des terrains. Même après, à mon retour, bah voilà, c'est des tendinites, c'est des inflammations. Mais c'est sûr que une fois que c'est bel et bien arrivé, ça a bel et bien été diagnostiqué. Et il y avait ce côté de, c'est enfin mon tour. Alors, pour revenir un peu plus dans l'actu, depuis ton arrivée à Cholet, tu as énormément progressé, mais ce qui saute vraiment aux yeux, c'est ta progression offensive. Quel regard, toi, est-ce que tu portes sur cette progression et comment est-ce que tu l'expliques? Moi, j'ai toujours su et cru en moi offensivement. J'ai toujours, voilà, toujours su écrire en moi offensivement. J'ai toujours travaillé, beaucoup travaillé offensivement. Après, j'avais également un profil et techniquement qui m'a mené à plutôt m'imposer défensivement. Du coup, j'ai toujours eu cette vision de, bah, plus tu es sur le terrain, plus j'allais avoir des occasions de montrer qu'offensivement, je pouvais apporter. Et ma place sur le terrain, ça a été par la défense.
Donc c'est pour ça que je me suis un peu greffé dans ce rôle défensif, qui était déjà bien, hein, et qui l'est toujours, qui reste mon identité. Mais justement pour gagner ce temps de jeu, gagner ces minutes sur le terrain, afin de ensuite avoir des opportunités de montrer tout le travail que j'ai pu effectuer. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais cessé de travailler offensivement, comment ça s'appelle, et de me projeter comme une menace offensive à l'avenir. Est-ce qu'il y a un élément de ton bac offensif que tu as travaillé plus particulièrement? Mon tir beaucoup, que ça soit sur des exercices de gestuels ou après l'entraînement, beaucoup de répétitions. Je pense que j'ai encore beaucoup à faire pour le fluidifier, mais je pense que c'était l'aspect technique sur lequel j'étais le plus attendu, où j'étais le plus challengé également, et sur lequel cette saison j'arrive le plus à répondre présent et à sanctionner, quoi. Oui, c'est sûr. Enfin, on voit aussi des pourcentages qui ont énormément progressé, et notamment à 3 points. Aujourd'hui, tu tombes à 40%, donc c'est... collectivement, excuse-moi, vas-y. Non, c'est pas, j'ai dit, bah, parce que je pense que ma première année en plus à Cholet, je suis à 30, deuxième, je suis à 35, là, je suis à 40. Du coup, c'était vraiment le facteur X. Donc, pour parler plus collectivement, cette année, on assiste à un championnat très dense, avec les grosses performances d'équipes surprises comme la SIG ou Nanterre. Vous êtes huitième, alors que vous avez un bilan très honorable en 12-9. Donc, avec l'équipe, quel regard portez-vous sur votre saison et comment est-ce que vous envisagez la suite? On a un bon regard, c'est-à-dire que nous savons qu'on peut faire mieux, nous savons qu'on a beaucoup de marge et que c'est maintenant que ça va commencer à se jouer. On va avoir un calendrier très serré là qui arrive avec beaucoup d'équipes du top 8. Ce qui est bien, c'est que je pense que l'an dernier, on était dans la position de la SIG de Nanterre. Du coup, je peux un peu me projeter comment ils se sentent, comment la fatigue et le fait de, en fait, bah, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah, faut tenir la position. C'est-à-dire que tu vas plus forcément chercher plus haut, mais tu te dis, bon, bah, maintenant, faut la tenir, c'est le plus dur, avec les outsiders qui poussent derrière. Et du coup, je pense cette année, on a vraiment l'équipe faite pour ça. C'est-à-dire pousser derrière les grosses équipes, pousser derrière les équipes surprises et aller les pousser dans les derniers retranchements. Et si possible, aller grappiller le plus de passes possible dans les mois à venir. Parce que en plus, du coup, vous avez peut-être aussi la BCL qui vous a pris un peu d'énergie par rapport à l'année dernière, quoi, où vous aviez une compétition, mais un peu moins prestigieuse en termes de niveau, on va dire. Bien sûr, je pense que tous les cas, ils seront tous d'accord de dire l'an dernier, je pense que là, quand on a été éliminé en demi-finale de la FIBA Europe Cup, ça a mis un coup à tout le monde. Et c'est pas que ça a été prématurément la saison, mais ça a été dur de remobiliser tout le monde. Tandis que cette année, je pense que voilà, on joue et on a une équipe un peu moins homogène. Donc le fait qu'on ait arrêté la Champions League un peu plus tôt, ça permet de mieux mobiliser les forces, de mieux travailler pour les adversaires et d'être mieux préparé, quoi. Et c'est pour ça que je pense que depuis l'année 2026, on a un bon bilan et on devient de plus en plus dangereux et challengeant pour les adversaires. Du coup, comme Melvin l'a dit, tu as augmenté, entre autres, ton pourcentage à 3 points d'année en année. Et cet été, du coup, là, tu rentrais dans ta dernière année, enfin, tu avais une clause, et du coup, que tu n'as pas activé pour rester un an de plus à Cholet. Et au final, bah, du coup, cette saison, tu as obtenu tes premières sélections en équipe de France. Tu as été élu All-Star France en Betclic Elite. Tu as même été élu MVP du mois de décembre en Betclic Elite. Donc, du coup, j'imagine que, au moins sur le plan individuel, pour l'instant, tu regrettes pas d'être resté à Cholet une année de plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que ça soit l'équipe de France ou le All-Star Game, c'était quand même l'an dernier c'est quand même dans ma liste, c'était quand même des objectifs bah, que voilà, avec un début de saison un peu en dents de scie que j'ai pas réalisé. Du coup, très vite, je me suis été concentré sur moi, sur ma saison et je m'étais dit que si j'étais concentré sur moi, j'allais performer. Si je performais, justement, ces récompenses en guillemets un peu individuelles allaient tomber. Donc, quand j'ai décidé de rester à Cholet, c'était vraiment, outre d'aller chercher toutes ces récompenses, bien sûr, c'était dans un coin de la tête, de potentiellement faire partie des listes parce que je savais que je me rapprochais du All-Star Game, je me rapprochais des équipes de France.
Donc, du coup, bien sûr, c'était dans un petit coin de ma tête, mais voilà, c'était surtout moi en tant que personne. Euh, je voulais grandir en tant que personne hors du terrain et je voulais utiliser justement la situation, l'environnement que m'offrait Cholet en termes de liberté, d'épanouissement, de leadership dans l'équipe pour me challenger, moi aussi, à grandir, à sortir de ma zone de confort avant d'aller sur un nouveau challenge. Ok, ok. Donc, comme tu l'as dit, tu as connu tes premières sélections cette année. Est-ce que quand tu joues pour l'équipe de France la première fois, est-ce que tu le ressens, ce fameux poids du maillot dont on parle tant, ou alors tu trouves assez vite ton basket? Ouais, bien sûr, on sent le poids du maillot, surtout que moi, j'avais jamais fait d'équipe de France jeune au final. Du coup, c'était vraiment mes premières sélections et en plus, c'était en France, à Rouen. Donc, bien sûr, lors de la Marseillaise, déjà, juste le rassemblement, les dotations, c'est... En fait, moi, d'habitude, en fait, je prenais les affaires, en fait, de mon grand frère et de ma grande sœur. Et là, de me dire, en fait, c'est maintenant, à la maison, il y aura, c'est pas tout chose à faire de Valériane, pas tout chose à faire de Joël, il y aura la valise de Gérald aussi. Du coup, c'était vraiment beaucoup d'émotions, se dire, bon, bah voilà, maintenant, j'y suis pour moi, ce que j'ai produit, en fait, et la valeur que j'apporte. Et c'est sûr que porter ce maillot, c'est différent, surtout que bah, mon grand frère et ma grande sœur, ils avaient fait l'honneur d'être présents. Du coup, je pense que très vite, ça m'a mis très à l'aise. Et très vite, ça a fait descendre toute la pression. Ça fait descendre toute la pression et ça a même des fois donné, je pense, même trop d'excitation. Parce que, bah voilà, même avec mon frère, voilà, on cherchait du regard, on rigolait. Enfin, genre, je profitais du moment. Je profitais du moment au maximum parce que c'était vraiment unique. Et donc, pour rester sur l'équipe de France, par rapport au dernier rassemblement, vous avez signé deux victoires importantissimes pour les qualifications contre la Hongrie, notamment celle à l'extérieur avec ce tir ultra clutch de Sylvain Francisco. Est-ce que toi, tu peux nous raconter comment tu as vécu ce Money Time, l'ambiance dans ce vestiaire, etc. Ouais, franchement, c'était pas facile, hein, parce que, si je me souviens bien, normalement, on a la balle, on a juste à rester tranquille jusqu'à la fin du temps réglementaire, parce qu'en plus, j'ai même pas l'impression qu'ils avaient une intention de faire faute, les Hongrois. Malheureusement, Amat, il perd la balle, mais on se dit, bon, bah, c'est pas grave, faut juste pas prendre de 3 points. Dans les situations comme ça, on se dit, bon, bah, alors, on défend juste à 3 points. Nous, du banc, le tir qu'il prend, le Hongrois, on se dit tous, c'est bon, c'est à 2 points. Y a pas de souci. Franchement, je pense qu'on était tous prêts à mettre notre main à couper. Et là, on regarde la vidéo. Ah, il a le pied bien derrière la ligne. Entre nous, on se dit, mais on a tourné la tête. Ils ont utilisé de l'EA. Genre, ils ont fait quelque chose, en fait. C'est pas possible parce que tous, on était là. On a tous vu que c'était à 2 points. Du coup, directement, on se regarde, on se dit, waouh, là, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Moi-même, tu vois, je regarde la maths. C'est pas, il y a un petit sourire, mais on se dit, merde. Et, mais malgré tout, bah voilà, t'as une dernière possession. Dernière possession, et on a la chance d'avoir des joueurs de qualité. Du coup, tu la joues jusqu'au bout. Et l'objectif, c'était que la balle, quand même, arrive dans les mains de Sylvain. Elle lui arrive dedans. Et jab, il monte. Et il termine le match. Je pense que c'est des choses qu'on n'avait pas réussi à faire, par exemple, contre la Finlande. Et que lui, bah, il est venu et il nous a apporté ça, cet aspect de pouvoir terminer le match. Du coup, je pense que c'est exceptionnel à vivre déjà, je pense, au quotidien. Maintenant, en plus, dans une circonstance équipe de France. Et surtout que bah, on apprend beaucoup parce que bah, bien sûr, c'est toujours bien de l'équipe de France parce qu'on voit beaucoup de voilà, les joueurs d'Euroleague qui viennent, où tu peux les observer, les questionner. Mais les voir dans des situations sous pression, bah, c'est encore mieux parce que tu vois encore plus ce qui fait la différence entre eux et toi. Et c'est pour ça que ce moment, il était vraiment sympa. Et dans les vestiaires, du coup, bah ouais, c'était voilà, entre des petits moqueries avec Ahmad qui avait un peu perdu le ballon, le fait que tout le monde avait vu un 2 points. Tout le monde bah, s'était dit que non, ils avaient fait de l'IA, ils avaient trafiqué la vidéo parce qu'on était tous sûrs que c'était à 2 points. Le tir de Sylvain alors que bah, il était fatigué, il sortait 48 heures la match après une prolongation contre Olympiakos. C'était à la mixed feeling, on parlait tous très, très détente. Et voilà, je pense avec la sérénité de se dire qu'on avait fait un gros coup parce qu'à la maison, ça allait pas être la même chose. Bah, du coup, ouais, ça a été le cas. Ça n'a pas été la même chose à domicile d'ailleurs. Et tant mieux. Mais en parlant de joueurs d'Euroleague, du coup,
Je sais que tu as eu une relation assez particulière avec, Eli Okobo. Vous avez plus ou moins grandi ensemble. Tu as un peu marché dans ses pas. Vous avez un peu fait le même parcours d'ailleurs. Vous avez joué à Bordeaux, en N1 tous les 2, même si vous avez jamais joué ensemble. À Pau, pareil. Vous êtes passés par Pau après. Du coup, j'imagine que ça a dû être sympa de jouer avec lui, pour la première fois avec lui en pro, en équipe de France. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'ai plutôt parce que il connaissait bien ma grande sœur, il jouait un peu avec mon grand frère, contre mon grand frère. Du coup, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup vu grandir, même quand il était à Bordeaux, même quand il était à Pau. Je le regardais, mais je le voyais grandir un peu de loin, bien que j'avais cette proximité avec lui parce que bah, il connaissait bien ma grande sœur, il connaissait bien mon grand frère. Moi, je connaissais aussi bien, je croisais souvent son petit frère. Donc, nos deux parents, ils se connaissaient bien. Donc, il y avait quand même cette proximité. Mais moi, de mon côté, c'était vraiment, je l'ai vu grandir un peu de loin. Euh, je l'ai vu grandir de loin, bien que, bah oui, le fait que lui, il le réalise, ça a franchi une barrière de se dire, bah en fait, c'est possible. Bien que lui, bah, en guillemets, il était allé à Pau un peu plus tôt que moi, en centre de formation. À Bordeaux, à l'époque, ça jouait en championnat de France. Moi, à Bordeaux, j'étais en championnat région. Donc, c'était moins d'exposition, etc. Mais malgré tout, bien sûr, ça montre que c'est possible. Et le fait de pouvoir jouer avec lui et maintenant le voir au bord du terrain, déjà au All-Star Game, c'était sympa. Même de voir lui, mais même d'autres, hein, comme Nadir, Mathieu, plein d'autres gars. Mais là, c'était aussi sympa. C'était sympa parce que bah, voilà, tu le vois dans un autre contexte du All-Star Game, tu vois, un contexte un peu plus sérieux. Surtout que voilà, c'était des matchs importants. Et voilà, c'est un peu le gars bah, que tu regardais un peu de loin. Bah, maintenant, c'est bon, t'es pas encore dans la même cour que lui, Tu t'en mais rapproches. tu Tu te t'en rapproches rapproches. de lui. Ouais. Et bah voilà, tu vois, il y a cet échange, un peu ce mentorship qui se met en place et qui est top et qui est avantageux pour moi. Et pour rester sur l'équipe de France, tu es vraiment en train de faire ta place là dans les groupes pour les qualifications. Est-ce que pour toi, jouer une compétition, donc comme la Coupe du Monde par exemple, avec le retour des joueurs NBA, c'est quelque chose qui est dans un coin de ta tête ou que tu te dis pour le moment, il faudra attendre un peu? Je dirais pas que c'est dans un coin de ma tête. Ni que je me dis qu'il faut attendre. Je me dis que franchement, mon travail m'a permis d'avoir justement cette place que j'ai pu avoir dans l'équipe de France, que je continue à travailler en fait. Et si le moment venu, je suis prêt, bah, je saisirai cette occasion du maximum que je peux. Mais je mets pas de pression. Je pense pas au quotidien. Comment ça s'appelle? Je suis juste exigeant envers moi-même au quotidien afin d'atteindre le plus haut niveau possible. Et que si ça doit arriver, ça doit arriver. Mais c'est sûr que le fait que d'avoir joué avec quelques joueurs qui demeurent dans cette équipe, ça me permet moi aussi de fixer un niveau d'exigence au quotidien qui se rapproche de quelqu'un bah, qui est sélectionné. Du coup, bah, si j'arrive justement à maintenir ce cap, bah oui, pourquoi pas avoir mes chances de concourir avec ce genre de joueurs. Mais là, je pense qu'il faut que je digère tout ce que j'ai pu apprendre, que je continue à travailler. Mais bien sûr qu'à terme, ça pourrait être un objectif et une belle fierté. Parce qu'après, avant la coupe du monde, il y a déjà même les fenêtres de cet été, il me semble, avec les joueurs NBA qui seront disponibles. Déjà, ce serait peut-être un premier step avant la coupe du monde, un step, intéressant à viser, même si du coup, j'imagine que c'est pas ton objectif premier, mais que tu peux quand même y garder dans un coin de ta tête, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, même quand je pense à ces fenêtres, moi, je me dis plus que faire les matchs, c'est compliqué juste le fait de voir s'entraîner les gars. Je vois les gars compiter à l'entraînement, ce serait ouf. Être par mieux, ça serait encore plus ouf. Et jouer, ça serait encore plus incroyable. Donc, moi, en vrai, quand je joue en équipe de France, avec beaucoup d'humilité, et en fait, je veux apprendre le plus possible, en fait, le plus possible, parce que c'est des gars que bah, tu suis la semaine voilà, pour regarder les matchs d'Euroleague, Eurocup, tout ça, et en fait, voir les routines, ok, lui, il fait plutôt ça, il réfléchit comme ça. En fait, bah, je kiffe parce que c'est des trucs de me dire, ok, comment moi aussi je peux optimiser. Et c'est en allant chercher sur des joueurs comme ça que je peux le faire. Voilà, mon objectif, c'est d'être voilà, d'être la meilleure version de moi-même en tant qu'homme d'abord, puis en tant que basketteur.
Et, euh, et je prends vraiment ce genre de rassemblement. Bien sûr, c'est une fierté de porter le maillot, mais aussi comme une opportunité vraiment de grandir. Cette saison à Cholet, tu es le meilleur marqueur de ton équipe avec Nathan de Souza, qui a une trajectoire assez similaire à la tienne en réalité. Quelle relation entretiens-tu avec lui et à quel point vous avez été importants l'un pour l'autre pour grandir en tant que joueur dans une équipe de l'élite? Bah, au début, quand on arrive nous deux, quand lui il revient de prêt à Cholet, moi j'arrive à Cholet, bah, on se connaît pas. On se connaît pas. Moi j'arrive à Cholet par la petite porte, lui il arrive par un petit trou de souris. Et au final, bah, petit à petit, nous deux, on est les deux profils défensifs de l'équipe. Du coup, c'est un peu le même mantra, c'est-à-dire que nos minutes, on va les gagner bah, en défense. Mais pourtant, que ce soit moi ou lui, en espoir, en jeune, bah, on est bon offensivement et on travaille beaucoup offensivement. Donc, on sait que ça va passer par la défense, mais on doute jamais de nos capacités offensives. Et c'est là où, en fait, dans la régularité du travail, de se voir à la salle, surtout qu'on est à peu près à la même position, du coup, bah, on travaillait beaucoup ensemble, on faisait des workouts ensemble, des rencontres ensemble. Tu reviens le lendemain de match parce que tu n'as pas beaucoup joué ensemble. Tu cours ensemble, tu râles ensemble. Du coup, ça crée forcément ça crée forcément des liens. Et quand bah, on arrive comment ça s'appelle, le All-Star Game, l'équipe de France, ou même maintenant à être leader de l'équipe, bah, on peut se dire, bah, ouais, je sais ce que tu as traversé parce que bah, on était à côté et je l'ai traversé aussi. Je sais comment on parlait de toi, bah voilà, moi aussi on parlait de moi pareil, et pourtant on l'a fait, et le mieux, bah voilà, c'est de faire ensemble, parce que je pense que, voilà, on fait du basket parce que c'est un sport collectif, du coup on aime bien voir les autres réussir, et que ça soit lui comme moi, je pense on aime voir les autres réussir, et surtout quand on sait que cette personne a mis le travail pour. Du coup, je pense qu'on prend du plaisir à voir l'un l'autre réussir parce que bah, on s'est vu travailler, on a vu les efforts et les sacrifices qu'on a dû faire l'un et l'autre, les concessions qu'on a dû faire pour arriver à ce rôle-là, à ce niveau-là. Et je pense que c'est là où vraiment on a été l'un et l'autre important. C'est-à-dire que quand on s'est gardé dans le travail, en fait, on s'est gardé dans le travail, puisque voilà, dans le basket, il y avait des hauts et des bas. Peut-être que moi, des fois, j'ai eu des moments où j'étais un peu moins dedans. Mais voilà, lui, il était dedans et du coup, je le voyais à la salle et du coup, bah, je me disais, bah, ok, demain, j'y repars. Et inversement. Et c'est ça qui nous a permis, voilà, de s'accrocher l'un à l'autre jusqu'à monter là où nous sommes. Ok. Et t'en penses quoi, toi, du coup? Enfin, j'imagine que ce sera des éloges, mais de Aaron Tomonazi, tu le vois aller jusqu'à où de par sa taille, de par son talent, parce que c'est quand même un profil assez peu commun, on va dire, avec sa petite taille, mais qui a un talent quand même assez énorme, quoi. Ah, franchement, moi, je pense que vraiment, il faut lui poser aucune limite. Hein. Faut vraiment lui poser aucune limite. Parce que ce soit basketball parlant, je pense il va être prêt à aller n'importe où, où son travail l'emmènera. Et je sais que c'est un gros bosseur, c'est un qui bosse le plus à Cholet. C'est un des demandeurs aussi de boulot à Cholet. Il a conscience de ses faiblesses, il a conscience de ses forces et il travaille beaucoup sur tout ça. Je pense beaucoup plus qu'il ne laisse paraître derrière ce côté feu follet qui rentre et qui joue avec beaucoup d'assurance et beaucoup de maturité. Ça ne vient pas de nulle part. Et en le connaissant un peu plus personnellement, bah voilà, on sait à quel point il est bien entouré. Et voilà, je pense que c'est vraiment, au-delà de ça, c'est vraiment le fait de savoir qu'il est bien entouré, de voir sa famille autour de lui, de voir comment elle est présente, comment il a la tête sur les épaules, et puis comment aussi bah, il écoute, en guillemets, aussi un peu ses aînés, que ce soit dans le vestiaire, qui me permettent vraiment de dire sans crainte que il ne faut vraiment pas lui poser de limites. Il faut vraiment pas lui poser de limites, mais il faut aussi lui laisser le temps de s'affirmer, de prendre les choses petit à petit. Je sais que ça allait très vite, du coup on s'attend à ce que ça aille toujours plus vite. Mais voilà, il faut s'attendre aussi également qu'il va rencontrer des murs, des challenges. Mais j'ai aucun doute qu'il arrivera à chaque fois à les surmonter pour aller là où il doit aller et qui est son objectif, la NBA. Parce que tu parlais du coup d'entourage, toi tu as eu la chance aussi d'être bien entouré du coup. Euh, et en parlant du coup d'entourage, t'as ta sœur Valériane qui joue à un tournoi là, cette semaine à Lyon du coup pour les qualifs pour la Coupe du Monde. Du coup, comme tu en as parlé, on l'avait vu, qui était présente avec Joël, ton frère, lors de ta première sélection.
Toi, du coup, tu seras présent là, pour l'encourager, en tant que capitaine du coup ou tu vas comme tu as match ce week-end, tu peux pas trop? Et je peux pas trop. Malheureusement, avec mon grand frère, on a regardé justement pour faire un aller-retour assez rapide, mais avec les entraînements, c'est pas trop. Faut savoir qu'on s'entraîne bien et beaucoup à Cholet. Donc, j'ai pas pu me libérer, mais je sais que voilà, j'ai ma soeur jumelle qui sera, j'ai ma mère qui y sera, la famille sera quand même là pour la supporter. Je sais que bah, voilà, avec mon grand frère, on va lui, on s'écrit souvent tous ensemble, on a un groupe pour l'encourager. Je pense que voilà, elle sait qu'on suit tous ses matchs, on débriefe tous ses matchs avec elle. Donc, même sans être là, on va essayer de lui apporter le plus de force possible. Mais c'est sûr que dès que le calendrier me permettra, j'irai l'encourager, surtout dans ce rôle de capitaine, Mmh. bah, qui nous rend bah, au-delà d'elle, mais toute la famille si fière, quoi. Ouais, c'est sûr parce que du coup, en plus, comme vous êtes, tous les 3 maintenant en équipe de France, j'imagine qu'il y a du monde à supporter, pour les parents, en plus des clubs, respectifs déjà. T'as des kilomètres en Ouais, plus. j'imagine. Bon, maintenant on a deux trois petites questions un peu rapides, un peu en mode, un peu, ouais, voilà, Un peu plus boulettes comme légère. ça. Heu, je vais commencer du coup, comme tu en as parlé, tu as toujours gagné tes minutes, par, ta défense. Tu as toujours une réputation de bon défenseur. C'est qui du coup l'attaquant le plus difficile que tu eu à défendre? Que ce soit en BCL, en équipe de France, en Betclic Elite, même un partenaire d'entraînement, enfin n'importe qui quoi. J'ai Tari Brehim. J'ai d'abord joué quand il était à Sassari, puis ma première année à Cholet, puis après j'ai joué quand il était à Petkim. Et chaque fois, euh, chaque fois, il m'a mis à l'amende, hein, franchement. Les Choletais seront témoins, donc je peux pas me permettre de l'ignorer. Non, c'est un arrière-scoreur, franchement, très fort. Et dès que t'en as parlé, ça m'est venu à l'esprit. Donc, franchement, je sais qu'il y en a beaucoup dans le championnat de France, mais je pense que c'est original aussi voilà, de le citer parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai affronté bah, à 3 reprises et chaque fois, il n'y avait pas, il y avait pas de Gérald défenseur à ce moment-là. C'était dur. Et ton frère, tu le classes comment? Tu le classes en dur à défendre ou facile? Mon frère, je le connais, du coup, je dirais facile parce que je le connais, du coup, tout ce qu'il va faire, je vais faire un bébé, mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais c'est sûr que voilà, je pense parce que je regarde tous ces matchs, du coup, ça devient facile. Comme lui-même, bah, j'aime pas quand il me défend parce que voilà, je sais qu'il anticipe. Je sais que l'an dernier à Bourg, bah, voilà, quand il était sur moi, il savait tout ce que j'allais faire, les systèmes, etc. Parce que bah, il regarde aussi beaucoup de mes matchs. Il regarde beaucoup de mes matchs. Et en un contre un, premier 11, qui c'est qui gagne entre les deux? J'ai envie de dire moi, hein, mais ça reste l'aîné et je veux honorer les aînés. Du coup, je vais dire lui pour pouvoir dormir sur mes deux Bon oreilles. joueur, bon joueur. Euh, pareil, c'est qui le plus gros trash talker que tu as pu rencontrer sur un parquet? Gros tâche de cœur. Je dirais Eli. Après Eli aussi parce que bah voilà, il y a ce lien. Mais je sais que comment ça s'appelle, que ça soit depuis mes débuts à Pau à maintenant. Il me parle sans cesse sur le terrain. Et même, je pense que c'est même comme ça que les gens, ils ont vraiment fait le lien. Parce que même à la télé, les gens, ils se rendaient compte qu'il me parlait sans cesse. Que peu importe ce que je fais, quand il dribble, il me provoque, il veut venir chercher. Bref, il fait que parler. Que parler. Bien sûr, c'est bon enfant. Du coup, avec moi, en tout cas, je dirais Eli. Mais sinon, s'il faudrait dire vraiment dans la, comment ça s'appelle, hors de cette relation amicale que j'ai avec lui, je pourrais dire, peut-être à l'époque, Grant Weber, qui parlait beaucoup, beaucoup là, le Valois, qui parlait beaucoup, ouais. Ah, lui, il parlait beaucoup. Et Toi, pour tu se faire pour se faire une idée, c'est quoi qui se dit sur un parquet en termes de trash talk pour des joueurs? Je dirais que maintenant, de nos jours, c'est moins de provocation, mais ça va être que ça va être des paroles, fait toute bête, toute bête. Ça va être juste parler, te demander si tu es capable de faire ça, qui veut te voir faire ça.
Quand tu as le lancer franc, ça va te demander comment se passe la saison, ça va te taper dans les mains quand tu vas taper la main de tes coéquipiers. Ça va te dire non, ça tu t'as pas ça dans ton bag, non, tu peux pas faire ça. Des fois, ça va pas être forcément avec juste la parole, ça va être juste à la balle, ça va reculer. Puis après, ça va te dire, ah, mais t'aurais dû tirer, t'aurais dû faire ci. C'est des petits trucs pour déstabiliser plus que vraiment du trash talk pur et dur, comme je pense qu'il pouvait avoir avant, où les joueurs vraiment se rentraient dedans. Là, je dirais, c'est beaucoup plus soft. Ouais. Maintenant que du coup que tu tires un peu à 3 points, enfin avec plus de réussite en tout cas, tu l'as eu le fameux laisser l'œil, c'est pas tirer, et quand tu mets le 3 points derrière, tu les regardes en mode maintenant il y a quoi? Je l'ai eu quand on a joué contre la Poel Olonne là-bas, où justement, sinon en France, j'ai plus, même en Coupe d'Europe, c'est juste là, cette année, contre la Poel Olonne, où il disait que je pouvais pas tirer, je pouvais pas tirer. Et j'en avais mis un. Et tu sais que du coup, j'avais célébré comme ça sur lui. Derrière, il nous avait mis 37. Euh, parce que le coach, bah, quand il marquait, il me regardait en mode, bah voilà, t'es fier, tu l'as bien chauffé maintenant. Mais ouais, d'ailleurs, c'était Jordan McRae qui est passé par le Valois. Ok, et maintenant une petite dernière question, du coup, si tu devais nous faire un top 3 des ambiances en Betclic Elite, ça serait quoi? Et après, si tu peux nous en faire un en global, parce que j'imagine qu'en BCL, il doit y avoir quelques ambiances pas mal aussi. Top 3 en BCL, pardon, en championnat de France, je dirais la Mairie. Mairie, Palais des Sports de Pau, Classico, et je dirais Limoges. Je dirais Limoges, je pense que c'est vraiment les ambiances qui m'ont touché. Et après, en Europe, franchement, je dirais même le top un incontesté, ça a été l'an dernier contre PAOK. Ouais, Euh, ouais. Tu sors du match, tu as des acouphènes. Tu sors du match, je dis t'as des acouphènes tellement, bah, en fait, ça fait du bruit tout le temps. Au point où même presque à un moment donné, t'es sur le terrain, t'es habitué tellement c'est non-stop. Non-stop, non-stop. Et t'arrives quand même à T'arrives quand entendre les même à entendre consignes les du consignes coach du et coach et enfin, tes tes coéquipiers de parler, coéquipiers de ou parler c'est ou c'est vraiment... vraiment. Ouais, non, c'était dur. Franchement, c'était dur. Par rapport à ce match-là, c'était dur. Heureusement que bah, justement avant le match, bah, on te dit de faire un focus plus particulier dessus. Tu fais beaucoup de huddle justement pour passer les consignes. Tu fais pas, tu sélectionnes les plays que tu vas faire histoire que de simplifier la chose parce que autrement, tu peux très vite te perdre, surtout dans les matchs serrés comme ça là où franchement, ça fait beaucoup de. Ok, ok, bah écoute, hyper intéressant. Melvin, toi, t'as des questions supplémentaires peut-être? Euh, Bon, allez, peut-être une dernière. Est-ce que tu aurais par exemple un meilleur souvenir et un pire souvenir à nous raconter dans ta carrière, même en jeune ou maintenant, peu importe? Souvenir, je dirais victoire en Coupe de France avec à Bercy. À Bercy. Et en fait, le mieux, en fait, ce que j'ai préféré, c'était juste après ma grande sœur. Et qui, elle, revenait justement de son accouchement et qui avait réussi en 3 4 mois à revenir, jouer et être championne de France. Et moi, juste derrière, j'avais gagné. J'ai l'impression que c'était, bon, on parlait souvent de Joël Levalarian et là, c'était enfin, c'est bon, Gérald est dans la photo et du coup, ça m'avait vraiment marqué et ça m'a vraiment fait plaisir, surtout aussi pour ma grande sœur. Et le pire souvenir, je pense que je dirais, je pense, ouais, c'est l'élimination en demi-finale l'an dernier en boxe, qu'on se voyait vraiment aller au bout. Je pense que c'est vraiment une des seules fois où vraiment je suis rentré chez moi et pendant un moment donné, j'étais juste dans le canapé, regardé dans le vide et tu te demandes juste pourquoi, genre, comment ça se fait que ça se soit passé comme ça. Mais ouais, c'était dur. Et surtout que sur le terrain, puis j'avais des coéquipiers qui étaient un peu qui pleuraient, etc. Je me suis un peu, bah, je me devais aussi de rester fort pour eux aussi. Et du coup, bah voilà, quand tu rentres, bah voilà, il y a toutes les émotions qui remontent et c'était dur. Ouais. Mais comment, quand tu vis un traumatisme comme ça, même en tant que supporter, tu es sonné
Alors en tant que joueur, comment est-ce que tu es capable de revenir sur le parquet après, de te remobiliser, de retrouver le moral pour jouer au basket? Il faut se fixer un nouvel objectif. Il faut se fixer un nouvel objectif. Derrière, on avait du coup, bah, le championnat de France, les playoffs. Mais bon, même si on était bien classé, c'est sûr que c'est toujours dur parce que bon, on sait que ça va être les grosses. Enfin, tu sais qu'il faut passer à travers les grosses équipes. Du coup, tu te dis, bon voilà, tu loupes une occasion de titre. Mais il faut se fixer un nouvel objectif. C'est-à-dire que bah, voilà, hein, c'était les playoffs. Euh, L'objectif, c'était voilà, c'était passer le premier tour parce que ça fait une dizaine d'années que le club ne l'avait pas passé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaie un peu de revenir. Parce qu'autrement, je n'en j'en vois pas beaucoup d'autres. Moi, j'ai une petite dernière question. C'est quoi ton club de rêve? Que ce soit NBA, Euroleague, peu importe, le club où tu rêverais de jouer? Je dirais Real de Madrid. Real de Madrid, parce que quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup les matchs de Real de Madrid sur Basket Cantera, etc. J'ai toujours aimé l'institution du Real de Madrid. Je trouve que c'est quelque chose de fort, de grand, d'élégant, franchement, de, ça impacte, ça dégage quelque chose, voilà. Et du coup, j'ai toujours, bah voilà, rêvé de pouvoir faire partie de cette institution. Surtout qu'il y a un sacré lien en plus entre le Real et les Français, quoi. Donc, Ouais, je te le souhaite un jour. continue de faire le bon boulot comme ça va nous faciliter la tâche, hein.